Bonjour, merci de votre invitation. Merci de vos interventions qui étaient extrêmement intéressantes et importantes, et je pense qu'elles disent beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur, notamment la question de l'expérience. Le paysage, c'est évidemment un point de vue, c'est un sujet, c'est une relation, et donc merci parce que c'est vraiment complémentaire avec ce qui va être présenté, qui est plutôt l'attention à finalement l'objet qu'on regarde là, qui est Paris. Et vous allez voir qu'on a fait une présentation qui essaye de montrer tous les différents éléments sur lesquels cette perception s'applique et qui montre à la fois cette diversité de ce qui fait paysage à Paris, sa complexité. On est sur un territoire qui est extrêmement dense, qui est composé de choses extrêmement diverses. Et donc on a, alors je vais dans le bon sens, une première partie là qui va essayer de parler des composantes du paysage parisien. Évidemment, pas parce que chacune de ces composantes fait paysage, mais parce que le paysage, finalement, c'est la façon dont tous ces éléments vont concourir ensemble à la fabrication d'une image qui va être le vécu de parisien. Alors déjà, une première diapo qui montre le paysage parisien dans la métropole. Alors évidemment, tout ça, c'est des cartes. Donc les cartes, c'est toujours un peu maladroit, parce que c'est un choix. Pour parler de paysage, évidemment, cette question sensible n'y apparaît pas forcément. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est évidemment de dire que Paris n'est pas isolé. Paris est dans une métropole, que Paris est regardé, Paris regarde, et que, évidemment, la question du paysage parisien, elle ne peut pas s'arrêter à la limite administrative, et elle doit s'inscrire dans une réflexion qui est beaucoup plus vaste. On voit sur cette carte aussi qu'il y a quelques éléments qui sont très forts en termes de représentation du paysage, qui sont la topographie, la question de la nature, et puis là où il n'y a pas de nature, parce qu'en réalité Paris est un espace qui est extrêmement bâti, la nature a une place qui est imbriquée avec le bâti, mais qui est assez limitée, et puis les grands espaces, et puis évidemment la Seine. Et c'est pour ça que je voulais commencer avec cette image qui schématise un petit peu la topographie dans laquelle s'inscrit la ville de Paris, avec évidemment cette vallée, la vallée de la Seine, et puis ce relief qui entoure Paris et qui délimite quelque part ce qu'on avait appelé le bassin paysager de Parisien. Donc c'est tout cet espace où on a la possibilité d'une relation visuelle. Et puis, quelque part, ça dessine aussi les horizons. Les horizons du paysage parisien, c'est-à-dire que quand on regarde Paris, dans le grand paysage, évidemment, le paysage se joue à bien des échelles, et pas seulement à cette échelle-là, mais c'est important de se dire qu'on a cet horizon qui est dessiné par les reliefs qui ont des noms, qui sont nommés, et donc qui correspondent évidemment à ce bassin dans lequel évidemment s'inscrit tout ce qui est dit autour de Paris, avec l'importance du fleuve qui est à la source de cette topographie. Paris s'installe dans cette topographie. Alors là, j'ai repris une image qui avait été faite par Bertrand Varnier, qui montre la façon dont cette topographie, elle a des étagements, elle a une structure sur laquelle la ville, les bâtiments se sont installés en se servant de ces caractéristiques pour faire paysage, à la fois la vallée de la Seine, mais également les buttes, les coteaux, les plateaux qui s'entourent, et que le bâti est un élément qui révèle ou pas, mais en tout cas qui joue de cette topographie, et que évidemment on en revient toujours à la topographie quand on parle de paysage. Alors, on est dans une phase de révision du PLU, donc on a eu l'occasion de faire plein de cartes sur Paris. Il y en a une qui s'appelait le paysage de Paris. Et donc voilà la carte qu'on a produite, et elle montre à cette échelle, encore une fois, c'est évidemment maladroit par rapport à toutes les dimensions qui doivent être prises en compte quand on s'intéresse au paysage comme perception, des grands éléments qui sont les caractéristiques majeures de Paris. Donc évidemment la Seine, le relief que vous voyez, avec la question des... Alors là on le voit mal, mais en réalité le bâtiment qui lui-même fabrique un sol, parce qu'en fond Paris est tellement occupé que quand on le regarde de loin, le sol de Paris c'est ses toits.
Et donc évidemment, c'est ces bâtiments avec leur hauteur qui comptent. Les bâtiments en rouge qui sont tous ces lieux, qui sont les monuments, les lieux, les bâtiments qui sont particuliers, qui font qu'il y a une identité très forte qui est portée par les bâtiments, avec une dimension historique évidemment, qui est très forte. Les deux bois, la ceinture verte, donc les grandes avenues plantées, les espaces publics, donc toute cette trame qui est parcourue par les Parisiens et qui est finalement le lieu d'où est perçu le paysage et qui est une composition. Alors je ne reviens pas sur l'histoire, évidemment, je pense que tout ça, toutes ces cartes, elles se sont, moi je présente un état actuel, mais évidemment il y a toute une dimension historique qui permet de comprendre comment tout ça s'est mis en place, qui sera évidemment, j'imagine, importante dans l'atlas du paysage. Et puis, voilà. Alors, pour la suite, moi, ce que je voulais faire pour cette présentation, c'était essayer de décrypter un petit peu, finalement, qu'est-ce qu'il y a dans tout ça. Des bâtiments, d'abord, des bâtiments qui ont une hauteur. Donc ça, c'est la carte de la hauteur du bâti à Paris. Alors, on voit sur cette carte que Paris, évidemment, c'est un vélum parisien avec des objets qui dépassent. Il y en a beaucoup. Hein, il y a énormément de bâtiments qui dépassent. Il y a une grande variété. Il y a des traces d'urbanisation, de projets avec des époques qui se sont permis des libertés par rapport à ce vélum qui sont extrêmement importantes et qui marquent le paysage. C'est aussi une hauteur, on le voit, spécifique à Paris. On voit qu'on a à Paris une hauteur du bâti qui est assez différente de ce qu'on peut retrouver immédiatement dès qu'on passe le périphérique. Et donc ça, c'est un élément important de ce sur quoi s'attache cette notion de paysage. Évidemment, les époques de construction. Paris, c'est une construction ancienne. On a des bâtiments, ici on voit toute la façon dont Paris s'est construit de façon successive avec le centre historique et puis derrière tous les tissus que ça implique avec des identités très fortes. On voit les grands lotissements, on voit en bleu toutes les emprises. Alors non, je me trompe, c'est pas... En bleu, en vert, enfin tous les tissus de faubourg, les tissus plus modernes, jusqu'aux opérations récentes, par les rives gauches par exemple, et donc à chaque fois des identités, des paysages nouveaux qui s'imbriquent. Une caractéristique aussi du bâti parisien, c'est la façon dont il occupe le territoire, avec des emprises des bâtiments qui sont extrêmement importantes et qui vont laisser une place aux espaces libres très variés en fonction des tissus, avec des emprises qui occupent 80%, plus de 80% de la parcelle dans les espaces les plus denses, qui est une densité exceptionnelle, et puis par contre, des tissus sur lesquels on a une place de l'espace libre occupée par la nature parfois, et donc qui donne aussi des respirations qui sont de nature différente. Quand on regarde la façon dont toutes ces constructions fabriquent des tissus, on a ici une carte qui essaye de représenter cette notion et qui commence à aborder la façon dont tout ça fait système, avec une différenciation qui caractérise les grands types de tissus parisiens, avec des tissus continus qui sont vraiment une caractéristique très forte de Paris, hein, qu'on retrouve dans le centre historique, dans les tissus haussmanniens, avec cette idée du bâti à la mitoyenneté, avec du coup toute l'importance du paysage de la rue, qui peuvent être composites ou réguliers, avec aussi des tissus continus très hétérogènes dans les faubourgs, des tissus discontinus qui sont issus souvent de l'urbanisme moderne, avec des quartiers entiers qui ont été construits sur des dispositifs différents. Je reviendrai sur la question des règles qui ont fabriqué cette diversité. Et puis on retrouve évidemment les édifices remarquables. Évidemment, dans la question du paysage, il y a la question de l'imbrication de tous ces bâtiments avec la nature. On voit que dans Paris, cette place de la nature, il y a des situations qui sont très différentes selon les quartiers. On voit que dans le centre, dans les quartiers de l'Ouest dense, on a des taux de végétation qui sont de moins de 10% à la parcelle. Par contre, on a dans des tissus modernes, dans des grandes parcelles institutionnelles, évidemment dans les grands parcs,
des taux de végétation qui sont beaucoup plus importants. Et du coup, ça invite à regarder la place de la nature à Paris. Et donc, avec cette carte qui fait l'inventaire de toute la façon dont cette nature est aujourd'hui présente en ville, on voit l'importance des deux grands bois, on voit les grands parcs, grandes compositions, cet héritage, toute cette nature héritée des grandes compositions de Paris, avec également ces grandes avenues, ces grands boulevards plantés. Mais on voit aussi dans les îlots, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, une présence de la nature qui est forte dans certains quartiers, et puis une présence de la nature qui est aussi sur les bâtiments, avec des toitures végétalisées, des murs végétalisés qui existent, et donc cette nature qui prend différentes formes, et puis qui renvoie aussi à différents usages, ceux des espaces verts, ceux de l'espace public, des formes de nature qui se développent avec l'agriculture urbaine, avec des choses qui sont de nature différente, et puis évidemment, cette nature, il faut aussi la regarder sous l'angle du service environnemental qu'elle rend, avec les services qu'elle rend pour la biodiversité, et puis évidemment pour les services environnementaux, on y reviendra. Donc on a vu que cette nature, elle s'appuie sur les espaces publics. Les espaces publics, c'est un lieu important de la perception du paysage à Paris. C'est même certainement le lieu majeur qu'on voit que ces espaces publics à Paris, on a des grandes compositions qui sont assez extraordinaires, qui sont issues en grande partie des travaux d'Haussmann, et que voilà, c'est quelque chose qui est important. On a aussi tout ce qui se passe autour de la Seine, qui est un élément, qui est un endroit très particulier. Et donc, voilà, ces espaces publics, évidemment, ils sont très particuliers à Paris, en lien avec la façon dont ils sont encadrés par le bâti. Et c'est un élément extrêmement important de la perception du paysage. Un autre élément sur lequel je voulais revenir, c'était la ceinture verte. La ceinture verte, qui est un secteur qui est quand même assez particulier, qui est l'héritage des fortifications parisiennes, qui est aujourd'hui, avec cette idée de la ceinture verte, qui a à peu près 100 ans, Bonnier a proposé ce concept de reconquête autour d'une ceinture verte il y a une centaine d'années, avec un territoire qui est aujourd'hui très singulier dans la métropole. C'est un territoire qui est moins bâti que les autres. C'est un territoire qui est marqué par une infrastructure extrêmement présente, avec le périphérique, qui est un territoire de rupture, et à la fois c'est un territoire qui offre des paysages extrêmement variés, intéressants, et fort dans l'identité de Paris, avec en plus cette idée de déplacement qui est aussi un élément extrêmement important, la façon dont on perçoit le paysage en dynamique quand on se déplace. Et donc ça, c'est un élément important de la perception du paysage. Voilà. Et donc là, quand on fait la somme de tous ces éléments et qu'on regarde le tissu urbain et la végétation, on voit bien cette complexité de Paris, cette diversité qui est issue de l'imbrication de ces différents tissus avec cette végétation, cette présence de la nature. Et voilà. Après, si on rentre à une autre échelle, on peut évidemment, dans l'idée que le paysage est une expérience, on est obligé de ne pas s'intéresser qu'aux objets, mais aussi aux gens. Une première approche, c'est la question de la vie locale, centralité et vie locale. Paris, donc ça c'est une carte qui montre la façon dont des lieux de vie se cristallisent autour de secteurs. Donc c'est toutes ces parties rouges où on a plutôt une vie locale de proximité. Les parties jaunes, c'est les endroits où on a une vie locale qui est marquée par une occupation des espaces publics qui est plus large, plus globale. Et donc, évidemment, tout ça, ça renvoie à des ambiances, à des identités. Dedans, on a également les commerces. Enfin voilà, il y a toute cette idée qu'en réalité, dans Paris, on a des identités multiples qui sont caractérisées par une relation souvent de l'espace public avec le bâti, qui se joue dans le rez-de-chaussée des bâtiments, qu'on a des types de fréquentation, des types de personnes, de publics qui sont très variés dans tous ces quartiers, et qu'évidemment, tout ça fabrique une mosaïque très, très hétérogène et diverse d'identités, d'espaces perçus à l'échelle de Paris. Un autre élément, c'est pour illustrer
toute la question de l'importance de la perception des sens dans la question du paysage. J'ai mis la carte des bruits, parce qu'évidemment, le paysage, dans le sens où c'est une expérience, elle s'enrichit de tout ce qui est sensoriel, et la question du bruit va évidemment être un élément. Voilà. Un autre élément pour dire que le paysage, ce n'est pas que les objets, c'est toute la dimension sociale qu'il y a dans le paysage. Avec ici une carte, j'aurais pu en prendre d'autres, mais j'ai pris les niveaux de revenus, mais qui était de dire au fond, derrière cette notion de paysage, il y a qui regarde, et peut-être c'est pas tout à fait la même chose. Et donc je pense que tout le travail qui va être fait de recueil, de la façon dont les populations perçoivent ce paysage, il va être aussi teinté de ces différences qui existent à Paris. Et puis ces éléments, ils ont aussi des impacts sur les paysages eux-mêmes, parce que ça renvoie à des différences d'ambiance qui sont extrêmement importantes dans la façon dont les paysages sont perçus. Et puis là, j'ai rajouté cette image, qui est une image de Paris de nuit, qui dit que le paysage, en réalité, évidemment, il change. Il y a la question de la façon dont il change selon les saisons, selon le temps, selon les heures de la journée, évidemment. La question du paysage de nuit, avec des images qui sont très différentes, qui sont renvoyées entre ce qui se passe le jour et la nuit, qui est également un élément à prendre en compte. Donc voilà, toutes ces cartes, c'était pour dire, voilà, je pense que le paysage, c'est un peu tout ça, c'est tout ça en même temps. Et donc voilà, c'est pas Paris, c'est un objet, à mon avis, particulièrement complexe, qui est à la fois très homogène et à la fois, quand on le regarde au microscope, très, très, très diversifié. Donc voilà, il y a une grande ambition, je pense. Et donc ça va être très intéressant d'avoir ce travail d'Atlas qui fera cette synthèse. Une deuxième partie, j'en ai plusieurs, c'est la question de la perception du grand paysage parisien. Alors ça, je le cite parce qu'on a fait plusieurs travaux sur cette question du grand paysage parisien, et qui est finalement... Ça introduit l'idée qu'en fait le paysage il est perçu à plusieurs échelles. Il y a la question du grand paysage qui est extrêmement importante, parce que je pense que c'est des éléments assez importants par rapport à la façon justement dont le Paris dialogue avec ses voisins. Et l'idée qu'en réalité il y a plusieurs manières de percevoir le grand paysage. Une première, c'est les belvédères. Et on voit sur cette carte que les belvédères, ils ont plusieurs natures. Ils peuvent être naturels. On a Montmartre, etc. On a les rues en pente qui forment des belvédères, qui sont des lieux sur lesquels il faut avoir une attention au paysage et à la façon dont ils se transforment, qui est peut-être plus importante, ou en tout cas regarder loin avant de faire des choses proches. Et puis on a aussi tous les belvédères artificiels que sont les grands bâtiments accessibles. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ce qu'on voit de ces belvédères. Alors là, j'ai ressorti des vieilles simulations qu'on avait fait depuis Montmartre, et qu'aujourd'hui, ben voilà, Montmartre est un belvédère vers l'est parisien, vers l'est, vers le nord, on voit vers le secteur Pleyel. Par contre, on ne voit pas du tout la Défense. Et derrière, pour sortir un peu de la cartographie, il va falloir regarder un petit peu comment on analyse ces vues. Et donc ça, c'était des propositions. Mais en tout cas, voilà, la question des belvédères, c'est un élément extrêmement important de la perception du grand paysage. Un autre qui est assez rare à Paris, mais qui du coup est extrêmement précieux, c'est la question des espaces dégagés. C'est toutes les situations, et donc on voit toute l'importance de la Seine, de la ceinture verte, des faisceaux ferroviaires qui méritent une attention particulière sur cet aspect du grand paysage, qui sont des lieux dans lesquels on va avoir la possibilité de voir loin, et du coup d'avoir un horizon, de voir les coteaux que j'évoquais tout à l'heure, de voir des profondeurs des tissus. Et donc ça, c'est des espaces sur lesquels il faut être aussi attentif. Un autre sujet à Paris, et c'est aussi une tradition, en tout cas c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent et qui est souvent mis en valeur par l'urbanisme, c'est la question des échappées visuelles. C'est cette manière dont finalement le bâti fabrique paysage en mettant en relation des espaces qui sont des rues avec du lointain. Alors ici,
c'est une vue sur le Sacré-Cœur. On connaît tous aussi la rue de Belleville qui donne sur la Tour Eiffel. Et donc il y a des lieux comme ça qui font grand paysage dans Paris, qui sont extrêmement importants. Et puis pour terminer, nous on avait déjà travaillé pas mal à la Pure sur cette question du grand paysage, justement en lien avec les transformations, parce que ce paysage il se transforme et il est là parce qu'il y a eu transformation depuis des siècles, et donc il continue à se transformer, et du coup par rapport à cette attention qu'on pense qu'on doit pouvoir garder toujours dans le paysage, c'est important de se poser la question des outils pour anticiper et pour se positionner par rapport au paysage, parce qu'à la fois il faut regarder le paysage et regarder comme il est bien, enfin, entre guillemets, comme il est beau, mais il faut aussi se dire comment on fait pour intervenir dedans et comment on fait pour que le projet puisse révéler le paysage, etc. Et donc pour ça, on avait fait on avait ouvert quelques pistes d'outils, alors qui étaient plutôt adressés à cette question du grand paysage autour de la hauteur, hein, notamment, parce que tout ça est aussi contemporain de la réflexion sur la hauteur à Paris. C'était la question du bassin visuel. Et du coup, la façon dont la relation au grand paysage existe par la perception des repères, et donc des outils. Alors c'est des outils pour voir d'où on voit. Ça, c'est des choses. Alors ça, c'était la Tour Eiffel. Alors par exemple, c'est intéressant de voir à quel point la Tour Eiffel est peu visible depuis le cœur de Paris. La Tour Montparnasse, la même chose. Et puis des travaux qu'on a fait pour accompagner la réflexion autour de la réflexion de la hauteur. C'était sur le projet qui depuis a vu le jour, qui est les Tours du Haut, où on voit la façon dont il est perçu, qui est assez juste. On est assez content, ça marche. Même si ça ne prend pas en compte toutes les fenêtres qui donnent, c'est évidemment une perception qui est perçue, qui est envisagée depuis l'espace public. Des outils, je vous montre ça aussi, qui était de dire au fond, c'était un travail qu'on avait fait pour le tribunal de grande instance à l'époque, avant le concours, qui était de dire on peut commencer à proposer aux concepteurs des représentations de l'impact du projet sur le paysage. Ici, c'était justement à travers ce concept d'échappée visuelle, de dire au fond, vous avez une parcelle qui va s'inscrire dans une échappée visuelle donnée par l'avenue de Wagram, l'avenue des Gobelins, la rue Pierre-Rebière, et qu'on vous demande de faire votre projet autour aussi de cette façon dont il va apparaître dans le lointain et pas uniquement à proximité. Donc ça, c'était des choses intéressantes. Et puis, sur des territoires où, justement, il y a une mutation profonde. Alors ça, c'est Bercy-Charenton. C'est un vieux document. On sait que le projet ne sera pas comme ça. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer l'outil, qui avait aussi une manière de regarder qu'est-ce qu'on peut voir avant le projet, de manière à ce que le projet le prenne en compte et puis s'en empare, le révèle, à la manière d'emprunt au paysage et permettre justement de faire en sorte que ces projets, sans les empêcher, parce qu'il y a un moment, il y a aussi cette nécessité de transformer, en tout cas qu'il faut prendre tel quel, mais de se dire il y a des choses, et je pense que l'Atlas du paysage doit avoir cette ambition. Il y a des éléments, des choses à mettre à disposition des concepteurs pour que cette prise en compte du paysage, elle puisse être regardée et réelle dans les projets. Et puis une dernière chose, c'est la question du règlement d'urbanisme. Évidemment, on est dans une phase de révision du PLU, et le paysage à Paris, il est contrôlé par le PLU, de fait, et quelques éléments. Déjà, la question du plan des hauteurs. Le plan des hauteurs, c'est un outil réglementaire qui est très fort en termes de protection du paysage. Et donc voilà, on a cette protection du vélum parisien qui existe. Dans ce plan des hauteurs, on a la question des fuseaux de protection, donc toute cette question de protection patrimoniale des grandes compositions parisiennes. Et on voit aujourd'hui quelque chose qui pourrait être questionné à l'occasion de la révision, c'est la concentration de ces fuseaux sur le centre historique, et on n'a qu'un seul fuseau, c'est à Gentilly, il ne dépasse pas. Et donc toute la façon dont la prise en compte métropolitaine pourrait aussi intégrer une réflexion sur des protections de paysages qui dépassent Paris. Évidemment, ce paysage, il est protégé
à travers des protections patrimoniales, donc déjà l'inscription du site de Paris, les protections monuments historiques, les protections ville de Paris, qui sont en train d'être revues, qui vont être augmentées, les 2 PSMV, et puis le site UNESCO de la Seine. Donc on est sur un paysage qui est clairement identifié patrimonialement, avec des protections qui sont importantes sur le bâti. Et puis un élément aussi juste sur la façon dont ce paysage, au fond, et cette grande unité du paysage s'est constituée, c'est la question de la règle, avec quand même un paysage parisien qui a une caractéristique qui est d'avoir pour source le paysage de la rue, avec ses règles successives, je ne vais pas revenir dessus, mais depuis 300 ans, on a des règles qui régissent la hauteur des bâtiments par rapport à l'alignement, à la largeur de voie avec un principe d'alignement. Le PUD de 67 qui a proposé une autre approche, le mouvement moderne, qui a elle-même créé des paysages différents. Et le POS et le PLU en réaction à ce PUD qui est revenu à des dispositifs qui étaient un peu ceux d'avant. Et donc voilà, c'est ce que montre cette règle, et on voit bien l'importance que la règle a dans la façon dont le paysage parisien s'est constitué et à garder une forme d'unité qui est issue de son règlement. Voilà, le POS de 77 et justement cette prise en compte du paysage à l'échelle des quartiers avec ce plan de zonage qui exprime la façon dont on a été attentif en réaction au PUD à l'identité des quartiers, et quelque part ça nous parle aussi des paysages, des dispositifs de protection qui apparaissent aussi à travers les filets de hauteur. Je ne m'étends pas sur ces choses-là. Et puis un autre élément qui est aussi important dans le règlement, qui est le paysage du cœur d'îlot. Et là, on voit la façon dont c'était une préoccupation plus tardive, avec au départ des règles qui étaient très peu exigeantes en termes de cœur d'îlot, qui ont conduit à des îlots haussmanniens extrêmement denses, et puis des règlements qui se sont encore plus intéressés à la façon dont les cœurs d'îlot se constituaient autour de la question de l'habitat, de l'hygiénisme, etc. Le PUD, encore une fois, lui, qui a proposé une approche qui ne considérait plus de différence entre le cœur d'îlot et puis la parcelle, et donc qui a donné, encore une fois, un tissu très différent. Et puis le POS, avec ce retour de la préoccupation au cœur d'îlot, avec ses principes de gabarit en limite séparative. Et puis tout ça pour dire que voilà, aujourd'hui on a, si on s'intéresse aux parcelles privées, ces 2 dimensions, le paysage de la rue et le paysage des cœurs d'îlot, qui sont très différentes. Et puis pour terminer, le PLU bioclimatique, donc qui est le travail en cours, qui est un document réglementaire qui a une ambition très forte, qui est de répondre aux enjeux environnementaux, et donc qui aura forcément des impacts sur le paysage, dans la mesure où il a l'ambition d'adapter, d'atténuer la ville. Et là, j'ai mis juste quelques points d'entrée du PLU bioclimatique qui sont en lien avec cette question du paysage. La question, déjà, un élément extrêmement important, c'est la question de la lutte contre les îlots de chaleur. Et on sait que lutter contre les îlots de chaleur, c'est quelque part intervenir sur le paysage, parce que ça veut dire mettre plus de végétation, ça veut dire changer la nature des sols, etc. La question des continuités écologiques, toute l'importance de la nature dans le retour d'un écosystème vivant à Paris. Évidemment, la question de la végétalisation des espaces publics, avec une carte qui montre les transformations majeures qui ont été nombreuses à Paris, mais qui doivent se prolonger, avec notamment aussi cette volonté d'avoir plus de nature sous toutes ses formes à Paris. La question de la gestion des eaux de pluie, qui est un sujet extrêmement important en lien avec les risques d'inondation. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais qui est aussi un élément qui va influer sur le paysage, avec cette nécessité qu'on a à désimperméabiliser les sols partout, que ce soit sur l'espace public, dans les espaces privés. Et puis, en lien avec la question du rafraîchissement, la question de la végétalisation du bâti, avec des services environnementaux qui doivent être rendus par les projets, et donc la présence de la végétation qui doit prendre sa place
sur tous ces espaces, mais aussi sur les bâtiments, à travers des murs végétalisés, des toitures végétalisées qui peuvent servir à faire de l'agriculture urbaine, etc. Donc on est, avec ce PLU bioclimatique, évidemment, dans une période où le paysage, forcément, va être réinterrogé, ou en tout cas est susceptible d'évoluer. Et voilà, c'est important.